Le millionnaire veuf visite la tombe de sa fille et voit une femme pauvre agenouillée, en larmes. Autour de son cou, le pendentif de sa bien-aimée défunte. Il reste pétrifié par ce qu'elle a dit. La fin d'après-midi tombait sur le Père-Lachaise comme un voile de deuil. Entre les cyprès centenaires, le vent sifflait des mélodies oubliées, faisant claquer les rubans des couronnes mortuaires contre les pierres tombales. Gabriel Chevalier ajusta son écharpe de cachemire et remonta l'allée pavée, les mains enfoncées dans les poches de son manteau sombre. Ses pas résonnaient avec cette régularité mécanique qu'il avait acquise au fil des années. Tous les mardis, sans faute, depuis 9 ans, le mausoléu familial se dressait au bout du chemin, imposant dans sa sobriété, marbre de Carrare, colonnes élancées, et cette inscription gravée qui lui tordait le ventre à chaque visite. Claire Gauthier Chevalier, 1985-2016, et sa fille bien-aimée, pas de prénom pour l'enfant. Comment nommer ceux qui n'avaient pas eu le temps de vivre? Gabriel s'agenouilla sur la pierre froide, sortit de sa poche intérieure une rose blanche, toujours blanche, comme Claire les aimait, et la déposa délicatement contre le socle. Le marbre gardait encore les traces humides de ses larmes de la semaine dernière. Il ferma les yeux. « Ma chérie », murmura-t-il dans le silence, « c'est moi ». Les mots s'étranglèrent dans sa gorge. Que dire de plus après tant d'années? Que la vie continuait sans elle, morne et vide, que la fondation qu'ils avaient rêvée ensemble prospérait, mais que ça n'avait plus aucun sens, que chaque matin, il se réveillait en cherchant instinctivement sa chaleur dans les draps. « Pardon », finit-il par souffler. « Excusez-moi, monsieur. » Gabriel sursauta. La voix était douce, presque timide. Il tourna la tête et découvrit une jeune femme qui se tenait à quelques mètres, les bras chargés de fleurs simples, des marguerites, des œillets, rien de luxueux. Elle portait un uniforme de travail vert foncé, légèrement élimé au coude, et ses cheveux châtains étaient retenus en une queue de cheval désordonnée. « Je ne voulais pas vous déranger », continua-t-elle en s'approchant avec précaution. « C'est juste que... les pétales, là !» Elle désigna du menton les fleurs fanées qui jonchaient le sol autour du mausolée. Gabriel se releva maladroitement, embarrassé d'avoir été surpris dans son intimité. « Je travaille ici », expliqua la jeune femme avec un sourire hésitant, au service d'entretien. J'allais juste, sans attendre de réponse. Elle s'accroupit et commença à ramasser les pétales flétris avec des gestes d'une délicatesse surprenante. Comme si elle manipulait des objets précieux, Gabriel l'observa, fasciné malgré lui par cette attention silencieuse. Ce n'était pas le zèle d'une employée qui fait son travail. C'était autre chose, du respect, de la tendresse même. Et puis il le vit. Le pendentif, un médaillon ovale en argent terni, suspendu à une chaîne fine autour de son cou, il se balançait doucement au rythme de ses mouvements. Gabriel sentit son cœur manquer un battement. Ce n'était pas possible. Il cligna des yeux, certain que la fatigue lui jouait des tours. Mais non, le médaillon était là, bien réel. Et surtout, cette petite fente dans le pourtour, à gauche, comme une imperfection du métal, exactement la même que celui de Claire. Exactement. « Vous », commença-t-il d'une voix rauque. La jeune femme leva les yeux. Surprise. « Oui, monsieur. » Gabriel ouvrit la bouche, puis la referma. Qu'allait-il lui dire? « Excusez-moi, mademoiselle, mais votre collier ressemble trait pour trait à celui de ma défunte épouse. » Ridicule. Des milliers de médaillons se ressemblaient. « Rien. Excusez-moi, Merci, pour les fleurs. » Elle sourit. Un vrai sourire, cette fois, qui éclaira brièvement son visage fatigué. « C'est normal. J'aime bien cet endroit, vous savez. C'est calme. Et puis, elle caressa du bout des doigts la pierre du mausolée. On sent que les gens qui viennent ici aiment vraiment. Ce n'est pas toujours le cas. » Gabriel acquiesça, incapable de détacher son regard du pendentif. La jeune femme ramassa ses outils et ses fleurs, s'apprêtant à partir. « Attendez !» lâcha Gabriel avant de pouvoir se retenir. « Comment vous appelez-vous ?»« Amélie !» répondit-elle après une seconde d'hésitation. « Amélie Rousseau. Gabriel Chevalier, enchantée. » Elle parut surprise qu'il se présente, comme si les visiteurs du cimetière ne parlaient jamais aux employés. Ce qui était probablement vrai. « Vous venez souvent ?» demanda-t-elle. « Tous les mardis, depuis 9 ans. » Un voile de tristesse passa dans les yeux d'Amélie. « Je suis désolée pour votre perte. » Gabriel hocha la tête, incapable de parler. Ils restèrent ainsi quelques instants, dans ce silence étrange qui n'était pas vraiment inconfortable. Puis Amélie s'éclaircit la gorge. « Bon,
Je vais vous laisser, encore une fois, toutes mes condoléances. » Elle s'éloigna d'un pas rapide. Disparaissant entre les tombes, Gabrielle resta figée, le regard perdu dans le vide. Ce médaillon, cette fente, c'était impossible. Et pourtant, monsieur, Gabrielle se retourna. Une petite fille d'environ 8 ans se tenait près du croisement central. Assise sur les marches d'un monument, elle avait un carnet de dessins sur les genoux et le regardait avec de grands yeux sombres et pénétrants. Gabrielle l'avait déjà aperçue lors de ses visites précédentes. Elle était toujours là, à dessiner en silence. La fille de la gardienne, peut-être. La fillette ne dit rien. Elle se contenta de lui montrer son carnet. Gabrielle s'approcha, curieux, sur la page, tracée au crayon avec une précision troublante pour une enfant si jeune. Il y avait un cœur brisé en 2 moitiés. Et au centre, comme pour les relier, un pendentif, un médaillon ovale, avec une petite fente sur le pourtour. Gabrielle sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Il ouvrit la bouche pour poser une question, mais la petite fille avait déjà refermé son carnet et s'éloignait en sautillant vers le bâtiment administratif, ses petites baskets rouges faisant crisser le gravier. Le ciel commençait à virer au violet. Gabrielle frissonna, remonta le col de son manteau et jeta un dernier regard au mausolée. La rose blanche semblait déjà se faner. En redescendant l'allée principale, il aperçut Amélie au loin, près d'un petit cabanon de rangement. Elle organisait ses outils pour la fin de journée, sans trop savoir pourquoi. Gabrielle s'arrêta à l'entrée du bureau administratif et demanda à parler à quelqu'un. Une femme d'une 50aine d'années, l'air fatigué, leva les yeux de son ordinateur. « Oui, monsieur. Je voudrais commander des fleurs pour le mausolée chevalier, régulièrement. Nous avons un service de fleuriste, bien sûr. Quel type d'arrangement souhaitez-vous » Gabrielle hésita. « Des compositions simples, naturelles, et je voudrais que ce soit Mlle Rousseau qui s'en occupe. » La femme haussa un sourcil. « Amélie, elle n'est pas fleuriste, monsieur. Elle est juste aide-jardinière. Peu importe. C'est elle que je veux. » La femme haussa les épaules et nota la demande. Gabrielle régla le 1er mois d'avance, une somme généreuse qui fit écarquiller les yeux de l'employé, et quitta le bureau. Dehors, la nuit tombait pour de bon. Les grilles du cimetière allaient bientôt fermer. Gabrielle remonta l'avenue, ses pensées tourbillonnant comme les feuilles mortes sous ses pas. Ce médaillon, ce dessin, cette jeune femme aux gestes si doux, il secoua la tête. Ridicule, il voyait des signes là où il n'y en avait pas, simplement parce que le chagrin le rendait fou. 9 ans de deuil, ça finissait par jouer des tours. Pourtant, alors qu'il s'installait à l'arrière de sa voiture et que son chauffeur démarrait en silence, Gabrielle ne put s'empêcher de sortir son portefeuille. Au fond, dans une pochette qu'il n'ouvrait jamais, il y avait une photo cornée, ou plutôt, la moitié d'une photo, un bébé, des yeux à peine ouverts, une petite tache de naissance sur l'épaule gauche. Sa fille, la seule image qu'il possédait d'elle, l'autre moitié avait disparu le jour où on lui avait annoncé qu'elle n'avait pas survécu. Gabrielle referma le portefeuille d'un coup sec et ferma les yeux, essayant de chasser de son esprit l'image troublante d'un médaillon argenté se balançant dans la lumière dorée du crépuscule. Dominique Valmont détestait les imprévus, et Gabrielle Chevalier qui passait commande de fleurs au Père-Lachaise après 9 ans d'indifférence. Ça en était un, de taille. Elle tourna sa cuillère dans son café, un arabica hors de prix qu'elle faisait venir directement d'Éthiopie, et relut le mail de la comptabilité, commande mensuelle de composition florale pour le mausolée chevalier. Montant 800 €. Demande express que Mlle Amélie Rousseau s'en charge personnellement. Amélie Rousseau. Ce nom ne lui disait rien, mais ce n'était qu'une question de minutes avant qu'elle sache tout de cette fille. Dominique décrocha son téléphone et composa un numéro d'une main manucurée à la perfection. « Marc, j'ai besoin d'informations sur une employée du Père-Lachaise. Rousseau, Amélie, oui, maintenant. » Elle raccrocha sans attendre de réponse. Marc faisait partie de ces gens qui comprenaient vite et ne posaient jamais de questions. C'était pour ça qu'elle le payait grassement. En moins d'1 heure, le dossier était sur son bureau. Amélie Rousseau, 23 ans, orpheline élevée par une certaine Colette Moreau, sage-femme décédée quand la petite avait 14 ans, placée en foyer jusqu'à sa majorité, aucune formation, aucune famille, aucune ambition visible, une invisible parfaite. Dominique referma le dossier avec un claquement sec. Ce n'était probablement rien. Gabrielle, dans un élan de charité envers une pauvre fille,
Il avait toujours eu ce défaut irritant de vouloir sauver les âmes perdues. C'était même ce qui avait séduit Claire, autrefois, mais quelque chose la dérangeait, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à nommer. Elle prit son manteau et se rendit au cimetière l'après-midi même. Amélie n'en revenait toujours pas. 800 € par mois pour s'occuper des fleurs d'un seul mausolée. C'était presque autant que son salaire habituel. Elle avait relu 3 fois le bon de commande, certaine qu'il y avait une erreur. « C'est pas une erreur », lui avait confirmé Madame Blanchard du bureau. « Le type a payé cash pour les 3 premiers mois. En avance. » « Mais pourquoi moi? Je ne suis même pas fleuriste. » « Aucune idée, ma belle. Mais ne pose pas trop de questions, hein? Un client comme ça, ça ne court pas les rues. » Amélie avait donc commencé. Elle se rendait maintenant au mausolée chevalier tous les matins, nettoyait les abords, changeait l'eau des vases, composait de petits bouquets simples avec ce qu'elle trouvait de plus frais. Elle prenait son temps, mettait du soin dans chaque geste. Ce n'était pas juste un travail, c'était apaisant. Comme si, en s'occupant de ses fleurs, elle rendait hommage à quelque chose de précieux. Le 3e jour, elle croisa à nouveau Gabriel. Il arrivait plus tôt que d'habitude, l'air épuisé comme s'il n'avait pas dormi. Quand il la vit, son visage s'éclaira imperceptiblement. « Mademoiselle Rousseau, Monsieur Chevalier », elle lui sourit timidement. « J'espère que les compositions vous conviennent. Elles sont parfaites, vraiment. » Ils restèrent là, gauches, ne sachant pas quoi ajouter. Finalement, Gabriel s'éclaircit la gorge. « Je me demandais... » « Votre médaillon, c'est un bijou de famille. » Amélie porta instinctivement la main à son cou. Personne ne lui avait jamais posé de questions sur le pendentif. « Oui, en quelque sorte, c'est tout ce que j'ai de ma tante. Elle me l'a donné avant de mourir. »« Il est très beau. Merci. » Gabriel hocha la tête, visiblement troublé, puis s'installa sur le banc de pierre face au mausolée. Amélie hésita, puis reprit son travail en silence, consciente de son regard qui se posait de temps en temps sur elle. C'est à ce moment-là que Luna apparut. La petite fille aux grands yeux sombres s'approcha sans bruit et s'assit à côté de Gabriel, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Elle sortit son carnet et se mit à dessiner. Amélie sourit. Cette gamine l'intriguait. Elle ne parlait jamais, mais ses dessins, ils racontaient des histoires entières. « Tu es l'amie de Luna ?» demanda Gabriel. « Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça », répondit Amélie en riant doucement. « Elle vient me voir pendant que je travaille. Elle dessine. Je jardine. On se tient compagnie. » Gabriel observa la fillette avec curiosité. « Elle ne parle pas. »« Non. Sa mère dit qu'elle a eu un choc il y a quelques années. Depuis, plus un mot. Mais elle n'en a pas besoin, vous savez. Ses dessins parlent pour elle. » Au même instant, Luna tendit son carnet à Amélie. Le dessin représentait 3 silhouettes. Un homme en costume, une femme avec un tablier, et entre eux, une petite fille qui tenait leurs mains. Au-dessus, un médaillon brillant comme un soleil. Amélie fronça les sourcils, troublée. « C'est joli, Luna, mais... » La fillette secoua la tête avec insistance et pointa du doigt le médaillon dessiné, puis celui qu'Amélie portait autour du cou. Ses yeux disaient quelque chose que sa bouche ne pouvait pas exprimer. Gabriel se pencha pour voir le dessin. Son visage se figea. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Dominique les observait de loin, dissimulé derrière un mausolée imposant. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses paumes. Gabriel qui parlait avec la petite employée, qui riait presque, qui semblait vivant. « Non, 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 non !» Elle sortit son téléphone et appela Marc. « La fille du cimetière. Je veux que tu me trouves tout ce qu'il y a à trouver sur elle. Tout. » Dominique. « Je t'ai déjà envoyé son dossier. » Alors creuse plus profond. Sa tante, cette Colette Moreau, qui était-elle vraiment? Qu'est-ce qu'elle faisait? Et surtout, elle marqua une pause, les yeux fixés sur le médaillon qui brillait au cou d'Amélie. Surtout, trouve-moi d'où vient ce bijou qu'elle porte. Les problèmes commencèrent le lendemain. Le chèque pour les fleurs du mois n'arriva pas. Madame Blanchard promit que c'était un simple retard administratif. Mais Amélie voyait bien qu'elle mentait. Puis, mystérieusement, des outils disparurent de son cabanon. Pas les plus chers. Juste assez pour être gênant. Le pire arriva le vendredi soir. Amélie reçut un message sur le vieux téléphone portable qu'elle partageait avec 2 autres employés. Une urgence. Un grand enterrement à l'autre bout de Paris. Ils avaient besoin d'elle pour les arrangements floraux. L'adresse était jointe. Elle prit le métro.
puis le bus, traversa des quartiers qu'elle ne connaissait pas. Quand elle arriva enfin à l'adresse indiquée, il n'y avait rien, juste un terrain vague et une vieille chapelle désaffectée. Amélie resta plantée là, son sac à la main, comprenant lentement qu'elle s'était fait avoir. Il était près de 22 heures. Les transports en commun allaient bientôt s'arrêter, et elle était à plus d'1 heure de chez elle. Elle mit presque 3 heures à rentrer. Vidant son maigre porte-monnaie dans les taxis de nuit, quand elle arriva enfin au cimetière le lendemain matin, un samedi, son jour de congé, mais elle voulait vérifier quelque chose, elle trouva son cabanon grand ouvert. Tout était sans dessus-dessous, les pots renversés, les outils éparpillés, ses affaires personnelles, les quelques vêtements de rechange qu'elle gardait là, son thermos de café, jeté par terre. Quelqu'un avait cherché quelque chose. Amélie porta immédiatement la main à son cou. Le médaillon était toujours là. Elle ne l'enlevait jamais, pas même pour dormir. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle se retourna. Martine, une collègue, la regardait avec des yeux ronds. Je ne sais pas. J'ai trouvé ça comme ça ce matin. Tu devrais prévenir la direction? Oui, je vais le faire. Mais Martine s'éloignait déjà, comme pressée de ne pas être associée à ce désastre. Amélie remarqua alors qu'elle serrait quelque chose dans sa main, quelque chose qui brillait. Martine, qu'est-ce que tu as là? La femme s'arrêta gênée. Oh ça, je l'ai trouvé par terre tout à l'heure. Je me disais que, enfin, si personne ne le réclame. Elle ouvrit la main. Un médaillon argenté scintilla dans la lumière matinale. Le cœur d'Amélie bondit dans sa poitrine. Elle plongea la main sous son col. Son propre médaillon était toujours là. Où tu l'as trouvé exactement? Là-bas, près du portail. C'était un piège. Quelqu'un avait laissé un faux médaillon pour que Martine le trouve. Pour qu'on accuse Amélie de l'avoir perdu. Pour créer la confusion. Mais pourquoi? Amélie prit une décision. Elle rentra chez elle en courant, monta les 4 étages jusqu'à son studio minuscule, et pour la première fois depuis des années, elle examina vraiment le médaillon, la petite fente qu'elle avait toujours crue accidentelle, et si ce n'était pas une fente, mais une ouverture. Ses mains tremblaient. Elle sortit sa trousse de couture et attrapa la plus petite de ses aiguilles. Il fallait qu'elle sache. Les doigts d'Amélie tremblaient tellement qu'elle dut s'y reprendre à 3 fois. L'aiguille à repriser glissa dans la minuscule fente du médaillon avec une résistance d'abord, puis céda brusquement. Un déclic presque inaudible résonna dans le silence de son studio. Le compartiment secret s'ouvrit. Amélie retint son souffle. À l'intérieur, recroquevillé sur lui-même comme un papillon dans sa chrysalide, se trouvait un morceau de papier jauni. Elle le déplia avec des précautions infinies, terrifiée à l'idée qu'il se désintègre entre ses doigts. L'encre avait pâli, mais l'écriture restait lisible, fine, élégante, légèrement penchée vers la droite. Une date était inscrite en haut, 12 mars 2016, il y a 9 ans. Si un jour ce collier se trouve entre tes mains, c'est que j'ai échoué à te protéger. Cherche chevalier, montre la cicatrice à la base du cou. Le reste, il sera « Pardonne-moi, C.G. » Amélie relut 3 fois le message, le cœur battant si fort qu'elle entendait le sang pulser à ses tempes. Chevalier, Gabriel Chevalier. Le message parlait de lui, forcément, mais qui était C.G. et quelle cicatrice. Elle se leva d'un bond et courut jusqu'au miroir fendu accroché au-dessus de son lavabo, tourna le dos au reflet, souleva ses cheveux, pencha la tête. Sa nuque était parfaitement lisse, pas la moindre marque. « Merde », murmura-t-elle. Elle retourna au médaillon, cherchant s'il n'y avait pas autre chose. C'est alors qu'elle remarqua un second élément, coincé dans le compartiment, si fin qu'elle avait failli le manquer, une demi-photographie, déchirée en 2 dans le sens de la longueur. On y voyait la moitié d'un bébé, un nourrisson tout juste né, enveloppé dans une couverture où l'on distinguait un blason brodé, et sur l'épaule minuscule visible, une tache de naissance pâle, en forme de pétale. Amélie s'assit lourdement sur son lit. Ses pensées tourbillonnaient. Refusant de former un ensemble cohérent, ce médaillon appartenait à quelqu'un qui connaissait Gabriel, quelqu'un dont les initiales étaient C.G., quelqu'un qui avait un lien avec ce bébé. Elle attrapa son téléphone et tapa « Gabriel Chevalier » dans le moteur de recherche. Des dizaines de résultats apparurent, philanthrope, fondation Chevalier, fortune colossale, et surtout, veuf de Claire Gauthier Chevalier, décédée en couches en 2016, Claire Gauthier, C.G. Le téléphone glissa des mains d'Amélie.
Le lundi suivant, Amélie se présenta au cimetière avec une détermination nouvelle. Elle devait en savoir plus. Elle devait comprendre. Luna l'attendait à son poste habituel, près du croisement central. Quand elle aperçut Amélie, son visage s'illumina. La fillette bondit de son perchoir et courut vers elle, son carnet serré contre sa poitrine. « Salut, ma puce », dit doucement Amélie. « Ça va aujourd'hui ?» Luna hocha vigoureusement la tête, puis ouvrit son carnet à une page qu'elle avait manifestement préparée à l'avance. Le dessin représentait le mausolée chevalier, mais cette fois, elle avait ajouté un détail qu'Amélie n'avait jamais remarqué. Au-dessus de l'entrée, gravé dans la pierre, il y avait un blason, le même que sur la couverture du bébé de la photographie. « Luna », commença Amélie, la gorge serrée. « Ce blason, tu l'as vraiment vu, ou tu l'as inventé ?» La fillette secoua la tête avec insistance et pointa du doigt le mausolée. « Je l'ai vu, il est là. » Amélie n'avait jamais prêté attention aux détails architecturaux. Elle s'occupait des fleurs, pas des pierres. Mais maintenant, elle devait vérifier. « Tu m'accompagnes ?» Luna glissa sa petite main dans celle d'Amélie, et elles remontèrent ensemble l'allée pavée. Le mausolée se dressait dans la lumière laiteuse du matin, imposant et silencieux. Amélie leva les yeux vers le fronton. Il était là, le blason, à moitié effacé par les années et la pollution, mais indéniablement le même. 3 fleurs de lys, stylisées, entrelacées autour d'une couronne, simple, élégant, discret, exactement comme sur la couverture du bébé. Les jambes d'Amélie se dérobèrent sous elle. Elle dut s'appuyer contre le mur froid pour ne pas tomber. Luna la regardait avec de grands yeux inquiets. « C'est bon, ma puce », souffla Amélie. « Je vais bien. » Mais elle ne savait pas si c'était vrai. Gabriel arriva une demi-heure plus tard. Amélie l'entendit avant de le voir, ses pas lourds, hésitants, qui trahissaient à la fatigue. Quand il apparut au détour de l'allée, elle fut frappée par ses traits tirés, les cernes profonds sous ses yeux. « Mademoiselle Rousseau », dit-il en guise de salut. « Monsieur Chevalier ». Il s'installa sur son banc habituel et resta là, immobile, à fixer le nom de Claire gravé dans le marbre. Amélie ne savait pas quoi faire. Elle devait lui parler, lui montrer le message, la photo, mais comment aborder un sujet pareil? C'est Luna qui décida pour elle. La fillette s'approcha de Gabriel avec son carnet et le lui tendit. Cette fois, le dessin montrait 2 moitiés de photographie, séparées mais presque assemblées, entre les deux. Un point d'interrogation géant. Gabriel fronça les sourcils. « Je ne comprends pas, Luna. Qu'est-ce que... » Puis son regard se figea. Il avait compris, lentement, comme au ralenti, il sortit son portefeuille de sa veste. Ses mains tremblaient. Il ouvrit la poche secrète et en tira une demi-photographie jaunie, protégée par un film plastique transparent, la moitié d'un bébé, l'autre moitié. Amélie sentit le monde basculer. Elle fit un pas en avant sans s'en rendre compte. « Monsieur Chevalier », il leva les yeux vers elle. Dans son regard, elle vit passer une tempête d'émotions, confusion, espoir, terreur. « Vous, comment, pourquoi Luna dessine ça ?»« Parce qu'elle voit des choses que nous ne voyons pas », répondit Amélie d'une voix à peine audible. Elle porta la main à son cou, retira le médaillon, l'ouvrit devant lui. Gabriel se leva d'un bond. Manquant de renverser le banc, « C'est impossible. C'est ce que je me dis depuis samedi. » Elle lui tendit la demi-photographie qu'elle avait trouvée dans le compartiment. Gabriel la prit comme on prend une relique sacrée. Il approcha les 2 moitiés l'une de l'autre. Elles s'emboîtaient parfaitement. La déchirure était irrégulière, mais unique, comme une empreinte digitale. Sur la photo complète, on voyait maintenant le bébé entier, la tache de naissance sur l'épaule, le blason sur la couverture, et ses yeux minuscules à peine ouverts sur le monde. « Ma fille », souffla Gabriel. « C'est ma fille ». Amélie sortit aussi le petit papier plié. Il y avait ça avec. Gabriel lut le message. 1 fois, 2 fois, 10 fois. Ses lèvres remuaient silencieusement, formant les mots de Claire, sa Claire, qui avait su, qui avait essayé de protéger quelqu'un. « Cherche Chevalier », lut-il à voix haute. « Montre la cicatrice à la base du cou. » Il leva les yeux vers Amélie. « Vous avez une cicatrice. » « Non, c'est bien le problème. » Gabriel se laissa retomber sur le banc, la tête entre les mains. Luna s'approcha et posa doucement sa petite main sur son épaule. Le geste simple d'une enfant qui console un adulte. « Je ne comprends pas, » murmura Gabriel. « Ma fille est morte, on me l'a dit.
Le médecin, les infirmières, le directeur de l'hôpital, tout le monde. Elle n'a pas survécu. Et pourtant, vous gardez cette photo. C'est tout ce que j'ai d'elle. Ils me l'ont donnée avant de l'emmener. Amélie s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Monsieur Chevalier, je ne sais pas ce que tout ça veut dire. Je ne sais pas qui était ma tante Colette vraiment. Je ne sais pas pourquoi elle m'a laissé ce médaillon, mais... Elle marqua une pause. Claire, votre femme, les initiales CG sur le message. C'est son écriture, confirma Gabriel d'une voix brisée. Je la reconnaîtrai entre mille. Il sortit son téléphone, chercha dans ses photos, en trouva une lettre encadrée, exposée à la fondation, un mot que Claire lui avait écrit pendant leur lune de miel. L'écriture était identique. Les mêmes courbes, la même inclinaison, les mêmes points sur les « i » comme de petites étoiles. Luna, assise en tailleur entre eux, dessina une nouvelle image. Cette fois, elle représenta 3 personnes, un homme, une femme et une petite fille, au-dessus d'eux, un nuage noir, et sous le nuage, un mot écrit en lettres tremblantes. Danger. Amélie et Gabriel échangèrent un regard. Quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux était en train de se révéler, quelque chose que quelqu'un avait voulu garder secret pendant 9 ans. « Oh, il faut que je rentre à la fondation », dit soudain Gabriel. « Il y a des archives, des dossiers médicaux. Je vais tout reprendre depuis le début. »« Et moi ?» demanda Amélie. Gabriel la regarda longuement. « Faites attention à vous. Si ce message dit vrai, si Claire vous mettait en garde, alors quelqu'un ne voudra pas que cette vérité sorte. » Comme en réponse à ces paroles, Amélie sentit un regard peser sur elle. Elle se retourna brusquement. Une silhouette se tenait au loin, près de l'entrée principale. Une femme en tailleur sombre, immobile comme une statue, elle les observait. La femme au tailleur sombre ne bougea pas. Pendant ce qui sembla une éternité, elle resta plantée là, à une 50aine de mètres, le regard rivé sur eux, puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, elle tourna les talons et disparut derrière un mausolée. « Qui c'était » demanda Amélie, le cœur battant. Gabriel fronça les sourcils. « Je ne sais pas. Je n'ai pas bien vu. » Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Amélie en était certaine. Luna referma son carnet d'un coup sec et se leva. Elle tira sur la manche d'Amélie avec insistance. Pointant du doigt la sortie, le message était clair. « Il faut partir, maintenant. »« D'accord, ma puce. On y va. » Gabriel se leva aussi, l'air troublé. « Mademoiselle Rousseau, Amélie, » il sembla hésiter sur la familiarité. « Soyez prudente, je ne sais pas encore ce qui se passe, mais gardez ce médaillon en sécurité. Ne le montrez à personne. Vous non plus, pour la photo. Promis. » Ils se séparèrent là, chacun repartant de son côté. Amélie accompagna Luna jusqu'au bâtiment administratif où l'attendait sa mère, puis se dirigea vers son cabanon pour finir sa journée. Mais impossible de se concentrer. Ses mains tremblaient en arrosant les plantes. Le lendemain matin, Amélie reçut un texto de Madame Blanchard. « Présentez-vous à mon bureau avant de commencer votre service. » Son estomac se noua. Ce genre de convocation n'annonçait jamais rien de bon. Elle remonta l'allée d'un pas qu'elle voulait assurer, mais ses jambes flageolaient. Madame Blanchard l'attendait, le visage fermé. « Asseyez-vous, Amélie. Il y a un problème. » La femme soupira et poussa une feuille sur son bureau. « J'ai reçu un rapport de conduite. Apparemment, vous auriez harcelé un visiteur important. » Amélie sentit le sang quitter son visage. « Quoi? Mais qui? Je n'ai jamais. Un témoin vous aurait vu importuner M, Chevalier, à plusieurs reprises. Insister pour lui parler. Le suivre jusqu'au mausolée familial. C'est faux. C'est lui qui m'a demandé de m'occuper des fleurs. Justement, cette commande a été annulée ce matin. » Le monde vacilla sous les pieds d'Amélie. « Annulée, mais vous comprenez bien que nous ne pouvons tolérer ce genre de comportement. Le Père-Lachaise est un lieu de recueillement, pas... » « Madame Blanchard ?» l'interrompit Amélie d'une voix qu'elle ne reconnut pas. « Qui a fait ce rapport ? Je ne peux pas vous le dire. Était-ce une femme en tailleur sombre ?» Le silence qui suivit fut éloquent. « Je vous donne un avertissement officiel, » reprit Madame Blanchard, mal à l'aise. « Un seul autre incident et ce sera le licenciement, c'est compris. » Amélie hocha la tête. Incapable de parler, elle sortit du bureau comme une automate et se réfugia dans son cabanon. Là, enfin seule, elle laissa couler les larmes qu'elle retenait. Quelqu'un sabotait sa vie, quelqu'un de puissant,
Gabriel passa la matinée enfermée dans son bureau de la Fondation, à éplucher les archives médicales de 2016. Il avait demandé qu'on ne le dérange sous aucun prétexte. Les dossiers étaient là, classés chronologiquement. Mars 2016, l'accouchement de Claire, les complications, le césarienne d'urgence, et puis sur le certificat de décès, cette mention froide, nouveau-né de sexe féminin, décès à la naissance, détresse respiratoire, signé par le docteur Arnaud Mercier, chef du service maternité. Gabriel se souvenait de lui, un homme à la barbe grisonnante, à la voix grave et rassurante. C'était lui qui était venu lui annoncer la nouvelle, ce matin terrible, où il avait perdu tout ce qui comptait en quelques heures. « Je suis désolée, même. Chevalier, nous avons tout essayé. » Gabriel ferma les yeux. Avait-il vraiment tout essayé? Ou lui avait-on menti? Il décrocha son téléphone et composa le numéro de son avocat. « Pierre, c'est Gabriel. J'ai besoin que tu retrouves quelqu'un pour moi. »« Docteur Arnaud Mercier, il travaillait à la clinique Sainte-Anne en 2016. Je veux lui parler. »« D'accord, je m'en occupe. Tout va bien, Gabriel. »« Non, mais ça va aller. » Il raccrocha et se massa les tempes. Une migraine lancinante lui vrillait le crâne. Il fallait qu'il retourne au cimetière, qu'il parle à Amélie, On frappa à la porte. J'avais dit que je ne voulais pas être dérangée. La porte s'ouvrit quand même. Dominique entra, son sourire habituel aux lèvres. « Gabriel, mon ami, tu as l'air épuisé. »« Je vais bien. Tu es sûr, parce que j'ai entendu dire que tu avais demandé les archives de 2016. » Gabriel se raidit. « Comment tu sais ça? Tu sais bien que rien ne m'échappe ici. » Elle s'assit sur le coin de son bureau avec cette familiarité qu'elle seule se permettait. « Pourquoi tu remues tout ça, Gabriel? Claire est partie, ta fille aussi. C'est douloureux, je sais, mais je veux juste comprendre. » « Comprendre quoi? Des détails médicaux. » Dominique le fixa longuement. Ses yeux clairs sont dans les siens. « Tu as rencontré quelqu'un au cimetière, n'est-ce pas ?» Gabriel sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « De quoi tu parles? Cette fille, Amélie Rousseau, elle t'a raconté des histoires. » Dominique, Gabriel. Elle se pencha vers lui, sa voix devenant plus douce, presque maternelle. « Je m'inquiète pour toi, cette fille. Elle n'est rien. Une pauvre orpheline sans éducation qui travaille dans un cimetière. Mais toi, tu es vulnérable. Le chagrin peut nous faire voir des choses qui n'existent pas. » « Je ne vois rien du tout. Tant mieux. » Elle se leva, lissa sa jupe. « Parce que j'ai dû prendre des mesures pour te protéger. » Le sang de Gabriel ne fit qu'un tour. « Quelle mesure? » « J'ai annulé ta commande de fleurs et j'ai signalé le comportement inapproprié de cet employé. Tu me remercieras plus tard. »« Tu as fait quoi ?» La voix de Gabriel avait monté d'un cran. Dominique cligna des yeux, surprise. « Je t'ai protégée, comme toujours. Tu n'avais pas à faire ça. »« Gabriel, sors de mon bureau, maintenant. » Pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Dominique parut déstabilisée, mais elle se reprit vite, son masque de sérénité revenant en place. « Très bien, mais réfléchis, Gabriel. Demande-toi pourquoi cette fille s'intéresse soudainement à toi, ce qu'elle veut vraiment. » Elle sortit en refermant doucement la porte derrière elle. Gabriel resta seul, tremblant de rage. Il décrocha son téléphone et tapa un message rapide. « Madame Blanchard, cimetière, Père Lachaise. Rétablissez immédiatement ma commande de fleurs. Doublez le montant et annulez tout avertissement contre Moselle Rousseau. C'est un ordre. » Puis il envoya un second message, cette fois directement au président du conseil d'administration de la Fondation, demande de supervision externe des comptes de la Fondation. Urgent. Amélie passait l'après-midi à arracher des mauvaises herbes quand Luna réapparut. La fillette avait l'air agitée. Elle tira sur le bras d'Amélie jusqu'à ce qu'elle la suive derrière le mausolée des Moreau, loin des regards. Là, Luna sortit son carnet et dessina frénétiquement. L'image qui émergea glaça le sang d'Amélie. Une femme, celle au tailleur, reconnaissable à sa posture rigide, tenant un téléphone. De sa bouche, des bulles noires s'échappaient, remplies de mots écrits en majuscules tremblantes. Mentir, cacher, détruire. Luna, elle t'a parlé. Qui est-ce? La fillette secoua la tête. Elle tourna la page. Nouveau dessin. La même femme entrant dans le bureau de Madame Blanchard. Une liasse de billets changeait de main. Amélie sentit ses jambes se dérober. Elle s'assit lourdement sur les marches du mausolée. Elle a payé Blanchard pour me faire virer. Luna hocha la tête avec véhémence.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait? La petite fille tourna une nouvelle page. Cette fois, elle avait dessiné le médaillon d'Amélie, énorme, au centre de la feuille. Autour, des mains griffues tentèrent de s'en emparer. Le message était clair. Ce n'était pas Amélie que cette femme voulait faire disparaître. C'était le médaillon. Et ce qu'il contenait, le soir même, Amélie trouva son armoire fracturée. Pas chez elle, cette fois, au cimetière. Quelqu'un avait forcé le petit casier où elle rangeait ses affaires personnelles. Ses vêtements de rechange étaient déchirés. Sa trousse de premier secours, vidée, son thermos, brisé. Un message était scotché à l'intérieur du casier. « Arrête de fouiller, pour ton bien. » Amélie sentit la peur l'envahir pour la première fois. Une peur viscérale, primitive. Elle n'était plus en sécurité. Nulle part, elle rentra chez elle en courant, grimpa les escaliers 4 à 4, claqua la porte derrière elle et poussa tous les verrous. Puis elle s'effondra contre le battant. Le souffle court. Son téléphone vibra. Un numéro inconnu. « Ne tentez pas de me joindre à la fondation. Ils surveillent tout. Retrouvez-moi demain. 6 heures du matin. Square des Batignolles. Banc près de la fontaine. Ne parlez à personne. G.C. » Amélie serra le téléphone contre sa poitrine. Gabrielle, au moins, elle n'était pas seule. Mais alors qu'elle se préparait à dormir, elle ne put s'empêcher de vérifier 10 fois que toutes les fenêtres étaient bien fermées. Et elle garda le médaillon serré dans sa main toute la nuit, comme un talisman contre les ténèbres qui se refermaient sur elle. Dehors, dans l'ombre d'un porche, une silhouette observait sa fenêtre éclairée. Dominique Valmont souriait. Amélie n'avait presque pas dormi. À 5 heures du matin, elle était déjà habillée, le médaillon caché sous plusieurs couches de vêtements. Le trajet jusqu'au square des Batignolles lui parut interminable. Chaque personne croisée dans le métro lui semblait suspecte. Gabriel l'attendait déjà, assis sur le banc près de la fontaine, une casquette enfoncée sur le crâne et les mains dans les poches. Il avait l'air aussi épuisé qu'elle. « Merci d'être venue, » dit-il, quand elle s'assit à côté de lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» Dominique Valmont. C'est elle qui tire les ficelles. La femme au tailleur. Oui, elle dirige la fondation depuis la mort de Claire. Officiellement, c'est mon bras droit, en réalité. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Je crois qu'elle me manipule depuis des années. Amélie sentit un frisson la parcourir. Pourquoi elle ferait ça? Je ne sais pas encore, mais j'ai lancé un audit externe des comptes de la fondation. Et j'ai contacté mon avocat pour retrouver le médecin qui était présent à l'accouchement. Il va accepter de parler. Il n'aura pas le choix. Gabrielle sortit une enveloppe de sa veste. Tenez, c'est de l'argent liquide. Assez pour tenir quelques mois si vous perdez votre emploi. Je sais que Dominique va tout faire pour vous détruire. Je ne peux pas accepter ça. S'il vous plaît, il posa l'enveloppe sur le banc entre eux. C'est la moindre des choses. Vous êtes prise dans quelque chose qui me dépasse. Claire voulait vous protéger. Laissez-moi faire de même. Amélie hésita, puis prit l'enveloppe. Sa fierté lui criait de refuser. Mais sa raison lui soufflait qu'elle en aurait besoin. Merci. Soyez prudente, Amélie. Dominique est dangereuse. Ne vous approchez plus du cimetière pendant quelques jours. Je vais régler ça. Mais Amélie secoua la tête. Je ne peux pas me cacher. C'est mon travail. Et puis, Luna, elle a besoin de moi. Gabriel parut touché. Cette petite vous adore. Le sentiment est réciproque. Ils restèrent silencieux un moment, regardant le jour se lever sur le square. Puis Gabriel se leva. Je dois y aller. On se recontacte bientôt. Monsieur Chevalier, Gabriel, elle prit une grande inspiration. Vous croyez vraiment que votre fille pourrait être vivante? Le regard de Gabriel se voila. Je ne sais pas, mais je vais découvrir la vérité, même si ça doit me détruire. 3 jours passèrent dans une tension insoutenable. Amélie retourna travailler, la tête haute malgré les regards en coin de ses collègues. Madame Blanchard lui avait annoncé avec embarras que sa commande de fleurs était rétablie, doublée, même, et que l'avertissement était annulé. Mais l'atmosphère était devenue irrespirable. Martine ne lui adressait plus la parole. Les autres employés l'évitaient. Seule Luna continuait de venir la voir, fidèle comme une petite ombre muette. Le vendredi, tout bascula. Un enterrement important était prévu. Un ancien ministre, une cérémonie grandiose avec des centaines d'invités. Amélie avait été réquisitionnée pour aider aux préparations florales. Elle travaillait depuis l'aube, arrangeant des couronnes immenses, des gerbes spectaculaires. C'est en milieu d'après-midi que le drame éclata. Une femme se mit à hurler près du mausolée principal. « On m'a volé mon bracelet. Il était dans mon sac.
Je viens de m'en apercevoir. » La rumeur se propagea comme une traînée de poudre. Des murmures s'élevèrent. Amélie, concentrée sur son arrangement, ne comprit pas tout de suite ce qui se passait, jusqu'à ce qu'elle sente tous les regards converger vers elle. « C'est elle, » dit quelqu'un. « Je l'ai vue près du mausolée du bois tout à l'heure. » Moi aussi, elle fouillait dans les arrangements. Amélie se redressa, abasourdie. « Quoi ? Non, j'arrangeais les fleurs. C'est tout. » Mais les voix enflaient, se superposaient. Il paraît qu'elle a déjà été avertie pour conduite inappropriée. Quelqu'un m'a dit qu'elle harcelait des visiteurs, et son casier a été fracturé la semaine dernière. Comportement suspect. Non. Amélie sentit le sol se dérober sous ses pieds. C'était orchestré. Tout était orchestré. Je n'ai rien volé. Madame Blanchard arriva en courant, le visage rouge de colère et d'embarras. Amélie, nous devons appeler la police. Mais je n'ai rien fait. Fouillez-moi. Fouillez mes affaires. 2 agents arrivèrent 15 minutes plus tard. Le temps qu'ils arrivent, une foule s'était rassemblée. Des employés, des visiteurs, des proches du défunt. Tous la regardaient comme une criminelle. L'humiliation était totale. Les policiers demandèrent à vérifier son sac, ses poches, son casier. Rien, évidemment, parce qu'elle n'avait rien volé. Le bracelet n'est pas sur elle, confirma l'un des agents. Ça ne prouve rien, glapit la femme qui l'accusait. Elle a dû le cacher quelque part. Amélie sentit les larmes monter. Elle refusait de pleurer devant eux. Elle refusait de leur donner cette satisfaction. C'est à cet instant que Luna fendit la foule. La petite fille courait, son carnet serré contre sa poitrine. Elle se fraya un chemin entre les adultes avec une détermination féroce. Quand elle atteignit le centre du cercle, elle chercha quelqu'un du regard. Gabriel, il était là, au fond, le visage décomposé. Il avait dû arriver pendant le chaos. Luna courut vers lui et lui fourra son carnet dans les mains avec une urgence désespérée. Puis elle se retourna vers la foule et fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis 3 ans. Elle cria « Non !» Le silence tomba comme une chape de plomb. Tous les regards convergèrent vers la fillette. Sa mère, pâle comme un linge, porta la main à sa bouche. « Luna, ma chérie !» Mais Luna n'avait pas fini. Elle pointa Amélie du doigt, puis secoua violemment la tête. « Non, non, non !» Elle martela sa poitrine de son petit poing. « C'est mon amie. Elle n'a rien fait. » Puis, d'une voix tremblante mais claire, elle prononça ses premiers mots en 3 ans. « C'est pas elle, c'est pas elle. » Gabriel ouvrit le carnet que Luna venait de lui donner. Son visage devint livide. Sur la dernière page, collée avec du scotch, il y avait la moitié de photographies qu'Amélie avait trouvées dans le médaillon, la moitié du bébé. Gabriel leva les yeux vers Amélie. Dans son regard, elle vit passer une tempête d'émotions, lentement, comme dans un rêve. Il sortit son portefeuille. Ses mains tremblaient tellement qu'il faillit le faire tomber. Il ouvrit la pochette secrète et en tira l'autre moitié de la photo. Protégée par son film plastique jauni, les murmures reprirent, mais différemment, choqués, confus. Gabriel s'approcha d'Amélie. Il posa les 2 moitiés l'une contre l'autre. Elles s'emboîtaient parfaitement. La déchirure était unique, irrégulière, impossible à reproduire. Sur la photo complète, on voyait maintenant le bébé entier dans sa couverture brodée d'un blason, la tache de naissance sur l'épaule, les petits yeux à peine ouverts. « C'est ma fille », murmura Gabriel d'une voix brisée. « C'est ma fille qu'on m'a dit être morte il y a 9 ans. » La foule resta pétrifiée. Même les policiers ne savaient n'en de plus quoi dire. « Monsieur », intervint l'un d'eux, « de quoi parlez-vous » Cette jeune femme, Gabriel prit une grande inspiration. « Je crois qu'elle est ma fille. On me l'a volée à la naissance. » Le murmure devint grondement. Amélie sentit les jambes lui manquer. Gabriel la rattrapa par le coude. « Vous allez bien ?»« Je ne sais pas. » Luna vint se placer entre eux, formant un rempart de son petit corps. Sa mère s'approcha, les larmes aux yeux. « Luna, ma chérie, tu as parlé !» La fillette hocha la tête et se jeta dans les bras de sa mère. Mais elle ne lâcha pas la main d'Amélie. Un des policiers s'éclaircit la gorge. « Monsieur, si ce que vous dites est vrai, c'est une affaire extrêmement grave. Je le sais, et je porte plainte, officiellement, pour enlèvement d'enfants, falsification de documents et... » Il regarda autour de lui, cherchant un visage dans la foule. « Et complicité de la part de la Fondation Chevalier. » Gabriel, non. Une voix s'éleva. Dominique Valmont fendit la foule. «
le visage déformé par quelque chose qui ressemblait à de la panique. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu es en état de choc. Cette fille t'a manipulé, elle. Tais-toi, Dominique. Le ton était glacial. Gabrielle se tourna vers les policiers. Cette femme est l'administratrice de ma fondation. Je crois qu'elle est impliquée dans la disparition de ma fille. Je veux qu'elle soit interrogée. Dominique rit, mais le son était hystérique. C'est ridicule. Gabrielle, reprends-toi. Madame, intervint un policier, nous allons avoir besoin que vous nous accompagniez au commissariat pour répondre à quelques questions. Je n'ai rien à voir avec... Maintenant, madame. Dominique lança un regard venimeux à Amélie. Dans ses yeux, la jeune femme lut quelque chose de terrifiant, de la haine pure. Puis Dominique se ressaisit, retrouva son masque de calme professionnel. Très bien, je n'ai rien à cacher. Alors qu'elle s'éloignait escortée par les policiers, elle murmura assez fort pour qu'Amélie l'entende. « Tu ne sais pas à quoi tu viens de renoncer. »« Petite idiote !» Gabrielle serra Amélie contre lui dans un geste protecteur. « C'est fini. Vous êtes en sécurité maintenant. » Mais Amélie savait que c'était faux. Ça ne faisait que commencer. Les 48 heures qui suivirent furent un tourbillon. Gabrielle avait pris les choses en main avec une détermination féroce. Le soir même de l'incident au cimetière, il avait contacté Thomas Beaumont, un juge qu'il connaissait depuis l'université, un homme intègre, incorruptible, exactement ce dont il avait besoin. Il s'était retrouvé dans le bureau sobre du magistrat, les documents étalés sur la table comme les pièces d'un puzzle macabre. « C'est une accusation très grave, Gabrielle », avait dit Beaumont, en examinant les deux moitiés de la photographie. « Tu comprends ce que tu déclenches ? Je comprends surtout qu'on m'a menti pendant 9 ans. Si ce que tu dis est vrai, nous parlons d'enlèvement, de falsification de documents d'état civil, peut-être même de corruption institutionnelle. Alors il faut creuser. » Beaumont avait hoché la tête et décroché son téléphone. Les investigations commencèrent immédiatement. Une équipe spécialisée éplucha les archives de la clinique Sainte-Anne. Ce qu'ils découvrirent donna froid dans le dos à Gabrielle. Les registres de garde du 12 mars 2016 avaient été modifiés. Des noms avaient été effacés, remplacés. Les heures ne correspondaient pas. Et surtout, il y avait un trou inexplicable de 45 minutes dans le planning. Exactement au moment où Claire avait accouché, le docteur Mercier, contacté par les enquêteurs, avait d'abord refusé de parler. Puis, face à la menace d'une procédure judiciaire, il avait craqué. « Je veux un avocat », avait-il lâché d'une voix tremblante. « Et une immunité partielle. Ça dépendra de ce que vous avez à nous dire », avait répondu l'inspecteur chargé de l'affaire. Le médecin s'était effondré. Il y avait des dettes, la clinique allait fermer. On nous a proposé de l'argent, beaucoup d'argent, assez pour sauver l'établissement. En échange de quoi ? D'un certificat de décès. Le silence qui avait suivi était aussi lourd qu'une pierre tombale. Amélie apprit tout ça par bribes, lors de rencontres furtives avec Gabrielle. Ils se retrouvaient dans des cafés anonymes, changeant d'endroit à chaque fois. Gabrielle était devenue paranoïaque, et avec raison. Mercier dit qu'une femme est venue le voir 1 semaine avant l'accouchement de Claire, raconta-t-il un matin gris dans un café du Marais. Elle lui a expliqué que le bébé devait disparaître pour des raisons de succession, que la famille Gauthier ne voulait pas d'héritier. Amélie sentit son sang se glacer. Mais c'est faux, non. Claire voulait cet enfant. Évidemment, c'est la plus grande joie qu'elle ait jamais connue, cette grossesse. Gabrielle serra les poings. Quelqu'un a utilisé le nom de sa famille pour orchestrer tout ça. Dominique. Je ne sais pas encore. Les enquêteurs l'ont interrogée pendant 6 heures. Elle nie tout en bloc, dit qu'elle ne travaillait même pas pour moi à l'époque. C'est vrai ? Techniquement, oui. Je l'ai engagée 8 mois après la mort de Claire. Elle s'était présentée comme une ancienne collègue de ma femme, spécialisée en gestion de fondations caritatives. Il rit amèrement. Je cherchais quelqu'un pour m'aider à créer la fondation en mémoire de Claire. Elle semblait parfaite, compétente, dévouée. Un loup déguisé en agneau. Exactement. Amélie touilla son café froid, l'estomac noué. Et cette femme qui a parlé à Mercier. Il peut la décrire. Cheveux bruns, la quarantaine. Élégante. Ça pourrait être n'importe qui. Mais il y a autre chose. Gabrielle sortit une feuille imprimée de sa sacoche. Un des enquêteurs a retrouvé des virements bancaires. Des sommes importantes, versées à la clinique Sainte-Anne entre 2015 et 2017, en provenance d'un compte offshore. Vous pouvez remonter la trace. C'est en cours, mais ces choses-là prennent du temps. Amélie prit une grande inspiration.
Gabrielle, si tout ça est vrai, si on m'a vraiment enlevée à la naissance, elle marqua une pause. Qui est Colette, ma tante, celle qui m'a élevée. Les enquêteurs cherchent Colette Moreau, sage-femme de quartier. Elle a disparu des radars en mars 2016. Officiellement, elle est partie vivre en province. Mais personne ne l'a revue depuis. Pas de compte bancaire actif, pas de dossier médical, rien. Amélie sentit les larmes monter. Elle est morte. Je ne sais pas, peut-être. Ou peut-être qu'on lui a payé son silence et qu'elle a vraiment disparu. Elle m'aimait, souffla Amélie. Je m'en souviens. Elle était sévère. Mais elle m'aimait. Gabrielle posa sa main sur la sienne. Alors peut-être qu'elle vous a sauvé. Peut-être que c'était son rôle dans tout ça. Le lendemain, l'enquête fit un bond spectaculaire. Un employé de la Fondation Chevalier, Marc Dulac, l'homme qui faisait les recherches pour Dominique, se présenta spontanément au commissariat. Il était pâle, les traits tirés, les mains tremblantes. « Je veux parler », lâcha-t-il. « J'en ai marre de porter ça. » L'inspecteur Renaud, qui dirigeait l'enquête, lui fit signe de s'asseoir. « Allez-y. Dominique Valmont m'a engagé il y a 8 ans. Au début, c'était juste des vérifications de routine, des antécédents sur des employés, ce genre de choses. Mais il y a 6 mois, elle a commencé à me demander des trucs plus, limite. Quel genre ? Surveiller Gabrielle Chevalier, ses déplacements, ses communications. Et puis, il y a 3 semaines, elle m'a demandé de fouiller le passé d'une certaine Amélie Rousseau. Amélie, présente lors de l'interrogatoire avec l'accord de Gabrielle, sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que vous avez trouvé ?» Marc la regarda avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. « Pas grand-chose. Vous êtes clean. Mais Dominique voulait que je creuse du côté de votre tante. Colette Moreau. Et j'ai trouvé un truc bizarre. Colette a reçu un virement de 50 000 € en avril 2016, 1 mois après votre prétendue naissance. » Le silence tomba comme une masse. « D'où venait l'argent ?» demanda Renaud. « D'un compte au nom de Valmont Consulting. L'ancienne société de Dominique, avant qu'elle rejoigne la fondation. Putain, souffla Gabrielle. Marc n'avait pas fini. Il y a autre chose. Dans les archives de la fondation, il y a une lettre que Claire a écrite avant sa mort. Elle est classée dans les documents confidentiels. Dominique m'avait dit de ne jamais la montrer à personne, surtout pas à Gabrielle. Vous l'avez ? Oui. Marc sortit une enveloppe jaunie de sa veste et la posa sur la table. Gabrielle tendit la main, mais elle tremblait tellement qu'il ne parvenait pas à l'ouvrir. Amélie la prit et déchira délicatement le sceau. À l'intérieur, une lettre manuscrite. L'écriture de Claire, celle qu'Amélie reconnaissait maintenant. « Mon amour, si tu lis ceci, c'est que quelque chose a mal tourné. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'ai découvert des choses troublantes sur ma famille, des histoires de succession, d'héritage, de femmes disparues, ma grand-mère, ma tante Marguerite, toutes mortes en couches ou d'accidents, quand elles étaient sur le point d'hériter. J'ai peur. Gabrielle, j'ai peur pour notre fille. J'ai tout raconté à Colette, ma sage-femme. Elle a promis de la protéger si jamais je ne survivais pas. Si quelque chose arrive, cherche le médaillon. Je l'ai confié à Colette. C'est celui de ma mère. Il contient une clé, une photo, des preuves. Protège notre fille. Ne fais confiance à personne, surtout pas à ma famille. Je t'aime, pardon pour tout. C.G. Gabrielle éclata en sanglots, de vrais sanglots. Ceux d'un homme qui comprend qu'il a été aveugle pendant 9 ans. Elle savait, murmura-t-il entre 2 hoquets. Elle savait, et elle a essayé de me protéger, de nous protéger. Amélie sentit quelque chose se briser en elle. Claire, sa mère, une femme qu'elle n'avait jamais connue, mais qu'il avait aimée assez pour la sauver. « Monsieur Dulac, reprit Renaud, vous êtes prêt à témoigner officiellement contre Dominique Valmont ? Oui, bien, parce qu'avec cette lettre et votre témoignage, on a assez pour l'inculper. Dominique fut arrêtée le soir même. On la trouva à l'aéroport Charles de Gaulle. Un billet pour les Caraïbes en main, elle avait tenté de fuir. Dans son téléphone portable, saisi par la police, on découvrit des messages compromettants, des instructions envoyées à Marc. Surveille la fille du cimetière, trouve d'où vient le médaillon. D'autres messages, plus anciens, envoyés à un numéro anonyme. Le bébé doit disparaître, pas de traces. Et le plus glaçant de tous, daté de 3 semaines plus tôt. Si la fille s'approche trop de Chevalier, fais-la taire,
définitivement si nécessaire. Amélie frissonna en lisant les transcriptions. Cette femme avait voulu la tuer. Dans le bureau du juge Beaumont, Gabriel tenait Amélie par les épaules. « C'est presque fini », lui dit-il. « Bientôt, on saura tout. Et après ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Après, qu'est-ce qui se passe ?» Gabriel la regarda longuement. Dans ses yeux, elle vit toute la douleur et tout l'espoir du monde. « Après, on refait connaissance, père et fille. Si tu le veux. » Amélie hocha la tête, incapable de parler. Oui, elle le voulait. Dominique Valmont n'était pas du genre à se laisser faire, même derrière les barreaux. Elle gardait ce sourire énigmatique qui glaçait le sang des enquêteurs pendant 2 jours. Elle refusa de parler, se contentant de demander son avocat, un requin du barreau parisien qui coûtait une fortune. Mais la pression montait, les preuves s'accumulaient, et Dominique le savait. Le 3e jour de sa garde à vue, quelque chose bascula. « Je veux négocier », annonça-t-elle à l'inspecteur Renaud. « Immunité partielle contre des informations. »« Vous n'êtes pas en position de négocier quoi que ce soit. » « Madame Valmont, détrompez-vous. » Son sourire s'élargit. « Vous pensez que je suis la seule impliquée ? Je ne suis qu'un rouage. Un tout petit rouage dans une machine beaucoup plus grande. » Renaud se pencha en avant. « Expliquez-vous. Combien de temps j'ai si je collabore ? » « Ah, ça dépendra de ce que vous nous donnez. » Dominique réfléchit un long moment, puis capitula. « Très bien, mais je veux tout par écrit. » Elle commença à parler, et ce qu'elle révéla dépassait tout ce qu'ils avaient imaginé. La famille Gauthier, celle de Claire, était au cœur de tout. Une vieille dynastie industrielle avec des ramifications dans la finance, l'immobilier, la politique et une tradition sombre, les femmes de la famille n'héritaient jamais. Officiellement, elles mourraient toutes de causes naturelles, expliqua Dominique d'une voix monocorde. En couches, d'accidents, de maladies soudaines, mais c'était organisé, depuis des générations, pour que l'héritage reste dans la branche masculine. Claire le savait. Elle avait commencé à avoir des doutes. Elle posait trop de questions. Fouillait dans les archives familiales. Quand elle est tombée enceinte d'une fille, elle a paniqué. C'est pour ça qu'elle a contacté Colette Moreau. Exactement. Colette était sa sage-femme, mais aussi une amie. Claire lui a tout raconté. Elles ont échafaudé un plan. Si quelque chose arrivait à Claire, Colette sauverait le bébé, le ferait passer pour mort, le cacherait. Renaud nota tout frénétiquement. « Et vous, quel était votre rôle ?» Le visage de Dominique se ferma. « J'étais une exécutante. La famille Gauthier m'a engagée pour m'assurer que tout se passe comme prévu, que le bébé disparaisse. Vous avez payé le docteur Mercier ? Oui. Et Colette. Je l'ai trouvée après l'accouchement. Elle avait le bébé. Je lui ai proposé de l'argent pour qu'elle disparaisse avec l'enfant. Qu'elle l'élève loin de Paris, qu'elle ne revienne jamais. Elle a accepté. Elle n'avait pas le choix. » Dominique eut un rire sans joie. 50 000 €, c'était beaucoup pour une sage-femme de quartier. Elle a pris l'argent et elle est partie. Où ? Aucune idée. C'était le deal. Je ne voulais pas savoir. Mais vous l'avez retrouvée ? Dominique se figea. Comment ? Colette est morte quand Amélie avait 14 ans. Vous le saviez ? Vous l'avez surveillée ? Le silence qui suivit était éloquent. Elle m'a contacté, finit par avouer Dominique. Quelques mois avant sa mort. Elle savait qu'elle était malade. Un cancer. Elle voulait me dire où était la gamine, pour que je la protège. La protège ? Vous vouliez la tuer ? Non ! Dominique frappa la table du poing. Pas tant que Gabriel ne la connaissait pas. Tant qu'elle restait invisible, anonyme. Elle ne représentait aucune menace. C'était le deal. Mais quand ce crétin s'est mis à traîner au cimetière, à la remarquer, elle secoua la tête. Tout est devenu incontrôlable. Les menaces, les sabotages. J'essayais de la faire fuir, c'est tout. De la pousser à démissionner, à quitter Paris, pour la protéger autant que pour protéger le secret. Et quand elle a refusé de partir, Dominique ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. Gabriel a pris tout ça dans le bureau de Beaumont. Il était livide. La famille de Claire. Ils savaient. Tous. Apparemment, c'était un secret de famille bien gardé. Seuls les aînés mâles étaient mis au courant. Son père. Son frère. Probablement. Gabriel se leva d'un bond, renversant presque sa chaise. Il faut les arrêter, tous. C'est en cours. Mais Gabriel... Beaumont marqua une pause. Ces gens ont du pouvoir. Des avocats,
des relations politiques. Ça va être une guerre. Je m'en fous. Et Amélie, elle est au cœur de tout ça. La presse va s'en emparer. Sa vie va devenir un enfer. Gabrielle se rassit lentement, la tête entre les mains. Qu'est-ce que je fais, Thomas? Tu la protèges, comme Claire aurait voulu que tu le fasses. Mais Dominique n'avait pas tout dit. Le soir même de sa confession, elle réussit l'impossible. Elle soudoya un gardien et passa un appel avec son téléphone personnel. Un seul numéro, une seule phrase. Elle sait tout, éliminer les preuves. Puis elle raccrocha et détruisit la carte SIM. Le lendemain matin, Luna disparut. Sa mère, affolée, appela la police à 7 heures. La fillette n'était pas dans son lit. La fenêtre de sa chambre était ouverte. Et sur l'oreiller, un mot écrit en lettres découpées dans un magazine. Le médaillon contre la gamine, cimetière. Ce soir, 21h, seule. Amélie reçut le même message sur son téléphone. Un numéro masqué. Elle lut et relut les mots, le sang battant à ses tempes. Luna. Ils avaient enlevé Luna. Elle composa le numéro de Gabrielle d'une main tremblante. Ils ont pris Luna. Ils veulent le médaillon. Merde, ne fais rien. J'appelle la police. Gabrielle, c'est une enfant. Justement, on ne peut pas improviser. Renaud va envoyer une équipe. Et s'ils lui font du mal, ils ne le feront pas. Pas avant d'avoir ce qu'ils veulent. Mais la voix de Gabrielle tremblait. Il n'en était pas sûr. À 20h30, Amélie se tenait devant l'entrée du Père-Lachaise. La nuit était tombée, froide et brumeuse. Le cimetière était fermé au public, mais la grille auxiliaire était entr'ouverte. Une invitation. Renaud et son équipe étaient cachés dans des fourgonnettes banalisées. À 100 mètres de là, Gabrielle était avec eux. Malgré leurs protestations, « Vous êtes sûr de vouloir y aller ?» demanda Renaud pour la 10e fois. « Pour Luna, je ferai n'importe quoi. On vous suit à distance. Vous portez un micro. Au moindre problème, on intervient. » Amélie hocha la tête. Elle avait le médaillon dans sa poche. Le vrai, parce qu'il saurait si c'était un faux. Elle franchit la grille. Le cimetière de nuit était un autre monde. Les ombres s'allongeaient entre les tombes comme des créatures vivantes. Le vent faisait gémir les branches des cyprès. Amélie avançait lentement, tous ses sens en alerte. Le mausolée chevalier se dressait au bout de l'allée, éclairé par un unique réverbère défaillant. Et là, assise sur les marches, recroquevillée sur elle-même, il y avait Luna. Luna. Amélie courut vers elle. La fillette leva la tête. Son visage était mouillé de larmes, mais elle semblait indemne. « Ça va, ma puce, ils t'ont fait mal. » Luna secoua la tête, puis elle pointa quelque chose derrière Amélie. Une silhouette émergea de l'ombre du mausolée. Pas Dominique. Elle était en prison. Un homme, grand, la cinquantaine, en costume impeccable. Amélie ne le connaissait pas, mais il avait quelque chose de familier. Les mêmes yeux que sur les portraits de Claire à la Fondation. Édouard Gauthier, se présenta-t-il d'une voix glaciale. L'oncle de Claire, et accessoirement, celui qui aurait dû hériter si cette idiote n'avait pas eu une fille. Amélie recula instinctivement, plaçant Luna derrière elle. « Vous êtes fou, la police arrive. »« Je sais. » Il sourit. « C'est pour ça que ça doit être rapide. Le médaillon maintenant. Laissez partir Luna d'abord. Tu n'es pas en position de négocier. » Il sortit quelque chose de sa poche. Un pistolet, petit, discret, mais terriblement réel. « Le médaillon ?» répéta-t-il. « Ou je tire ?» Dans l'oreillette d'Amélie. La voix de Renaud grésilla. « On intervient, tenez bon. » Mais Édouard était trop rapide. Il saisit Luna par le bras et pointa l'arme sur sa tempe. « Le médaillon, maintenant. » Amélie sortit le bijou de sa poche, les mains tremblantes. « Tenez, prenez-le. Laissez-la juste partir. » Elle le lança vers lui. Le médaillon atterrit à ses pieds. Édouard se baissa pour le ramasser, gardant l'arme pointée sur Luna. C'est à cet instant que Luna fit quelque chose d'extraordinaire. Elle mordit la main qui la tenait. Fort. Édouard hurla, lâcha le pistolet. Luna se dégagea et courut vers Amélie. Les policiers surgirent de partout, hurlant des ordres. Édouard tenta de fuir, mais il n'alla pas loin. 2 agents le plaquèrent au sol. Gabrielle arriva en courant, hors d'haleine. Il tomba à genoux devant Amélie et Luna, les serrant toutes les deux contre lui. « C'est fini », souffla-t-il. « C'est fini. » Luna, tremblante, murmura d'une voix à peine audible. « On est une famille maintenant, une vraie famille. » Et pour la première fois depuis des semaines. Amélie se permit de pleurer. Pas de peur, pas de tristesse, de soulagement.
L'arrestation d'Édouard Gauthier fit l'effet d'une bombe. Les journaux du lendemain titraient tous la même chose. Scandale au cœur de l'aristocratie française. Un réseau de meurtres sur 3 générations. Gabriel refusa toutes les interviews. Amélie aussi. Il voulait juste que ce cauchemar se termine. Mais il restait une dernière pièce du puzzle. Une pièce cruciale. L'examen ADN. Amélie se présenta au laboratoire médico-légal un mardi matin gris. Gabriel l'accompagnait, silencieux et tendu. Ils avaient tous les deux donné leur échantillon sanguin la semaine précédente. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre le verdict. Le docteur Levasseur, une femme d'une 60aine d'années aux lunettes rondes, les fit entrer dans son bureau encombré de dossiers. « Asseyez-vous, je vous prie. » Amélie sentit ses jambes trembler. Gabriel lui prit la main. Leurs doigts s'entrelacèrent instinctivement. « J'ai les résultats », annonça le docteur Levasseur en ouvrant une enveloppe Kraft. « Le test de paternité est formel. » Elle marqua une pause qui sembla durer une éternité. « Monsieur Chevalier, vous êtes bien le père biologique d'Amélie Rousseau. Compatibilité 97%. Le silence tomba comme une chape de plomb. Gabriel porta la main à sa bouche. Ses yeux se remplirent de larmes. « Ma fille », murmura-t-il, « tu es vraiment ma fille. » Amélie ne savait pas quoi ressentir. Du soulagement, de la joie, de la colère pour toutes ces années perdues. Tout se mélangeait dans sa poitrine en un tourbillon d'émotions contradictoires. Amélie, Gabriel voulut la prendre dans ses bras, mais elle recula instinctivement. Ce n'était pas un rejet, juste le besoin d'espace pour respirer. « Je sais », dit-elle d'une voix tremblante. « Je sais que c'est vrai, mais j'ai besoin de temps. Pour comprendre, pour accepter, prends tout le temps qu'il te faut. » Le docteur Levasseur les observait avec bienveillance. « Si vous le souhaitez, je peux vous recommander un thérapeute spécialisé dans les retrouvailles familiales. Ce que vous vivez est extrêmement rare et complexe. »« Merci », répondit Amélie. « Je vais y réfléchir. » Les jours suivants furent un étrange mélange de normalité et de surréalisme. Amélie retourna travailler au cimetière, par choix, parce que c'était le seul endroit où elle se sentait ancrée. Gabriel respecta sa volonté et garda ses distances, se contentant de messages quotidiens pour prendre de ses nouvelles. Luna, elle, ne comprenait pas pourquoi ils ne se voyèrent plus. « Pourquoi tu viens plus à la maison avec Gabriel ?» demanda-t-elle un après-midi. Assise dans l'herbe pendant qu'Amélie plantait des bulbes. « C'est compliqué, ma puce. »« Mais vous êtes une famille maintenant ?»« Oui, mais devenir une famille, ça prend du temps. » Luna fronça les sourcils, puis ouvrit son carnet. Elle dessina 2 silhouettes séparées par un grand mur, puis elle ajouta une petite fille qui creusait un tunnel sous le mur. Amélie sourit malgré elle. « Tu veux nous aider à démolir ce mur ? C'est ça. » Luna hocha vigoureusement la tête, ce qui força finalement la confrontation. Ce fut Dominique, depuis sa cellule. Elle avait accepté de plaider coupable en échange d'une réduction de peine, mais elle avait une dernière requête. « Je veux parler à Amélie Rousseau », dit-elle à son avocat, en privé. « Pourquoi ?» demanda Renaud, méfiant. « Parce qu'il y a des choses qu'elle doit savoir, des choses que personne d'autre ne peut lui dire. » Amélie hésita longuement avant d'accepter. Gabriel la supplia de refuser. « Cette femme est dangereuse, même en prison. Je sais, mais j'ai besoin de comprendre. Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle a détruit tant de vies ?» Gabriel finit par capituler, à condition d'être présent dans la salle d'à côté, derrière le miroir sans teint. La salle d'interrogatoire était petite, froide, impersonnelle. Dominique était assise, menottée, vêtue de l'uniforme gris de la prison. Mais elle gardait cette prestance qui la caractérisait, cette façon de redresser le menton comme si elle était encore aux commandes. « Merci d'être venue », dit-elle quand Amélie s'assit en face d'elle. « Je ne suis pas là pour vous remercier. »« Je sais. » Dominique eut un sourire triste. « Tu me détestes. C'est normal. Vous avez essayé de me tuer. »« Non. » Le ton était ferme. « J'ai essayé de te faire fuir. C'est différent. Vraiment. Et les menaces, les sabotages. C'était pour te protéger. » Amélie rit amèrement. « Me protéger? De quoi? De la vérité. » Dominique se pencha en avant autant que ses menottes le permettaient. « Tu ne comprends pas, Amélie. Si Gabriel t'avait reconnu plus tôt, si la famille Gauthier avait su que tu existais, il t'aurait tué pour de vrai. Alors pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Parce que tu ne m'aurais pas cru. Personne ne m'aurait cru. » Elle marqua une pause. « J'ai fait ce que Claire m'avait demandé. » Le cœur d'Amélie s'arrêta.
Quoi? Claire, avant de mourir, elle m'a appelé. C'est impossible. Vous disiez ne même pas la connaître. J'ai menti. Dominique baissa les yeux. Claire était mon amie, ma meilleure amie. On s'était rencontrés à l'université. Je savais tout de sa famille. Des traditions sombres, des femmes qui disparaissaient. Alors pourquoi avoir accepté de travailler pour eux? Parce que Claire me l'a demandé. La voix de Dominique monta. Le jour de l'accouchement, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a réussi à m'appeler. Elle m'a supplié de protéger son bébé, de faire en sorte qu'il survive, même si elle devait mourir. Amélie sentit les larmes monter. Vous mentez. Non. Dominique sortit quelque chose de sa poche. Une autorisation de l'inspecteur Renaud lui permettait d'avoir un objet personnel. Une vieille photo froissée. 2 jeunes femmes qui riaient, bras dessus, bras dessous. L'une d'elles était indéniablement Claire. L'autre, une Dominique beaucoup plus jeune. On était comme des sœurs, murmura Dominique, quand elle m'a appelée ce jour-là. J'ai tout laissé tomber. J'ai couru à la clinique. Mercier était déjà payé par les Gauthier pour falsifier le certificat de décès. Je l'ai payé encore plus pour me donner le bébé. Je l'ai confié à Colette, comme Claire me l'avait demandé. Mais ensuite, les années qui ont suivi, j'ai surveillé, de loin. Je me suis assurée que tu grandissais bien, que Colette s'occupait de toi. Et quand elle est morte, je t'ai trouvé ce travail au cimetière, pour que tu restes près de Gabriel, pour que, peut-être, un jour, sa voix se brisa, pour que la vérité éclate. Alors pourquoi avoir essayé de m'éloigner quand Gabriel a commencé à me remarquer? Parce que les Gauthier te cherchaient. Édouard avait des doutes. Il savait que Claire avait essayé de cacher quelque chose. Plus Gabriel se rapprochait de toi, plus tu devenais visible, plus tu devenais une cible. Amélie secoua la tête, refusant de croire. Vous avez détourné de l'argent de la fondation. Vous avez menti, manipulé. Oui, pour financer ta protection, pour payer des gens qui te surveillaient, qui empêchaient les Gauthier de te retrouver. Dominique eut un rire sans joie. Je n'ai jamais été la méchante de cette histoire, Amélie. J'étais juste maladroite. Maladroite. Vous avez menacé de me tuer. Non, j'ai dit à Marc de te faire peur, de te pousser à quitter Paris, pas de te tuer. Jamais. Le silence tomba. Amélie ne savait plus quoi penser. Pourquoi me dire tout ça maintenant? Parce que j'ai perdu. Dominique haussa les épaules. Les Gauthier sont arrêtés. Tu es en sécurité. Gabriel sait la vérité. Mon rôle est terminé. Vous voulez quoi? Que je vous pardonne? Non, je veux que tu comprennes que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour honorer la promesse que j'avais faite à Claire. Elle se leva difficilement, les menottes cliquetant. Et je veux que tu saches une dernière chose. Quoi? Ta mère t'aimait, plus que tout au monde. Elle est morte en te sauvant. Ne l'oublie jamais. Le gardien ouvrit la porte pour ramener Dominique dans sa cellule. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Vis, Amélie. Vis la vie que Claire voulait pour toi. C'est tout ce qu'elle a jamais voulu. Gabriel attendait dans le couloir. Quand Amélie sortit, les joues mouillées de larmes, il la prit dans ses bras sans un mot. Cette fois, elle ne recula pas. Elle s'effondra contre lui, laissant sortir toute la douleur, toute la confusion, tout le poids de ces dernières semaines. Elle l'aimait, sanglota-t-elle. Dominique aimait vraiment Claire. Je sais. Gabriel caressa doucement ses cheveux. Je crois qu'à sa façon tordue, elle essayait de te protéger. Tout ce gâchis. Pourquoi? Pour de l'argent? Non. Pour du pouvoir. Pour des traditions archaïques qui n'auraient jamais dû exister. Il la serra plus fort. Mais c'est fini maintenant. Tu es libre. Nous sommes libres. Amélie releva la tête. Gabriel, papa. Le mot sortit difficilement, comme s'il était trop grand pour sa bouche. Je suis prête. Prête pour quoi? Pour essayer. Pour être une famille. Le sourire qui illumina le visage de Gabriel valait tous les trésors du monde. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon judiciaire sans précédent. L'affaire Gauthier-Chevalier occupait la une de tous les journaux, déclenchant un scandale qui ébranlait les fondations mêmes de l'aristocratie française. Édouard Gauthier fut inculpé pour enlèvement, tentative d'homicide et participation à une organisation criminelle. Son avocat plaida la folie, arguant qu'il était obsédé par l'héritage familial. Personne ne le crut. Le docteur Mercier, lui, négocia une peine réduite en échange de son témoignage complet. Devant le tribunal,
Il décrivit avec des détails glaçants comment la famille Gauthier avait systématiquement éliminé les héritières féminines depuis 3 générations. On nous payait pour falsifier les certificats de décès, expliqua-t-il d'une voix tremblante. Des complications à l'accouchement, des hémorragies, des infections, des causes plausibles, personne ne posait de questions. Et les bébés ? Demanda le procureur. Certains étaient vraiment morts-nés, d'autres, il baissa les yeux, d'autres disparaissaient. On nous disait qu'ils étaient adoptés, qu'ils auraient une meilleure vie ailleurs. Vous n'avez jamais vérifié ? Non, on ne voulait pas savoir. L'audience fut suspendue. Dans la galerie du public, Amélie serrait la main de Gabriel si fort que ses jointures étaient blanches. Le résultat du procès tomba 3 mois après les arrestations. Édouard Gauthier, 25 ans de prison ferme, le docteur Mercier, 8 ans, avec possibilité de libération conditionnelle après 5, Dominique Valmont, 15 ans, réduits à 10 avec son témoignage et sa coopération. Quand le verdict fut prononcé, Dominique se tourna vers Amélie depuis le box des accusés. Leurs regards se croisèrent. Dominique hocha imperceptiblement la tête. Amélie fit de même. Ce n'était pas du pardon, juste de la reconnaissance. L'examen ADN avait fait plus que confirmer la paternité de Gabriel. Il avait révélé une compatibilité de 99 à 97%, un chiffre qui ne laissait aucune place au doute. Le juge aux affaires familiales convoqua Amélie et Gabriel pour régulariser la situation. Mademoiselle Rousseau, ou devrais-je dire Mademoiselle Chevalier, vous avez été enregistrée sous une fausse identité depuis votre naissance. Amélie sentit son cœur se serrer. Mademoiselle Chevalier, elle n'était plus sûre de qui elle était. Que dois-je faire ? Demanda-t-elle. Nous allons rectifier votre acte de naissance. Votre véritable nom est Amélie Claire Chevalier, née le 12 mars 2016 de Claire Gauthier et Gabriel Chevalier. Amélie Claire, comme sa mère. Gabriel lui prit la main. Tu peux garder Rousseau si tu préfères. Je comprendrai. Elle secoua la tête. Non, je veux porter son nom, le nom de ma mère. Le scandale avait éclaboussé bien au-delà de la famille Gauthier. Les journaux fouillaient maintenant dans d'autres grandes familles, cherchant des schémas similaires. Le gouvernement annonça une commission d'enquête sur les disparitions suspectes dans les milieux aristocratiques. 3 autres cas émergèrent. 3 femmes qui avaient perdu leurs filles à la naissance, dans des circonstances troublantes. 2 furent retrouvées vivantes, adoptées illégalement. La 3e était vraiment morte. Le mouvement « Filles disparues » naquit spontanément. Des associations se formèrent pour aider les familles à retrouver leurs enfants perdus. Luna, malgré son jeune âge, devint le symbole involontaire de cette lutte. L'enfant qui avait parlé pour révéler la vérité. Gabriel transforma radicalement la Fondation Chevalier. Il démissionna de son poste de président et nomma un conseil d'administration indépendant, supervisé par un audit externe permanent. « Je ne peux plus gérer ça », expliqua-t-il à Amélie lors d'un dîner discret dans un petit restaurant du Marais. « J'ai été aveugle trop longtemps. Il me faut du recul. Qu'est-ce que tu vas faire ? Me consacrer à ce qui compte vraiment ?» Il sourit. « Apprendre à connaître ma fille. » Amélie sentit une chaleur l'envahir. « Je ne sais pas comment être ta fille. Et moi, je ne sais pas comment être ton père. On apprendra ensemble. » Ils commencèrent doucement, des cafés hebdomadaires, des promenades au Père-Lachaise. Ironiquement, l'endroit où tout avait commencé était devenu leur refuge. Gabriel racontait des histoires sur Claire, sur leurs rencontres, sur les rêves qu'ils avaient eus. Elle voulait une grande famille, confia-t-il un après-midi pluvieux, 3 ou 4 enfants, une maison pleine de rire. « Je suis désolée que tu n'aies eu que moi. Ne dis jamais ça. » Il la regarda avec une intensité qui la bouleversa. « Tu es tout ce dont j'ai besoin. Tu es le miracle que je n'osais plus espérer. » Amélie découvrit aussi ses racines. Gabriel lui montra des albums photos de Claire enfant, adolescente, jeune femme. Elle cherchait des ressemblances, des connexions avec cette étrangère qui était sa mère. « Tu as ses yeux, » dit Gabriel. Et son obstination. Quand Claire décidait quelque chose, rien ne pouvait l'arrêter. Il rit doucement. « Je vois la même flamme en toi. » Luna fut la première à vraiment les réunir. Un samedi après-midi, elle débarqua chez Amélie, qui avait gardé son petit studio par fierté, avec un sac à dos rempli de matériel d'art. « Aujourd'hui, on fait un portrait de famille », annonça-t-elle avec l'autorité d'une chef de projet. « Luna, je ne sais pas si... » « Si, on le fait. » Elle installa Amélie et Gabriel côte à côte sur le canapé étriqué.
puis se plaça devant eux avec son chevalet portable. Pendant 2 heures, elle dessina avec une concentration féroce, refusant de leur montrer le résultat avant d'avoir terminé. Quand elle eut fini, elle tourna le chevalet. Le dessin montrait 3 personnes, Gabrielle, Amélie et Luna elle-même, main dans la main. Au-dessus d'eux, comme un ange gardien, flottait la silhouette translucide de Claire. Souriant, Amélie éclata en sanglots, Gabrielle aussi. Luna, fière, signa son œuvre en bas à droite. La famille qu'on choisit est aussi vraie que celle du sang. La mère de Luna, Isabelle, fut promue superviseure du Père Lachaise. Avec son nouveau salaire, elle put enfin quitter son appartement exigu pour un 3 pièces avec un vrai jardin. Luna y planta des fleurs, des marguerites, comme celles qu'Amélie aimait tant. Le cimetière lui-même changea. Gabrielle finança le programme Claire, une initiative pour embaucher et former des jeunes en difficulté, leur offrant une chance de se reconstruire. Amélie devint la coordinatrice du programme, combinant son amour des fleurs avec un nouveau sens du but. « Ma mère aurait aimé ça », dit-elle lors de l'inauguration. « Aider les gens à recommencer. » 6 mois après le procès, Amélie accepta enfin l'invitation de Gabrielle à venir vivre chez lui, pas de façon permanente. Elle gardait son studio comme refuge, mais quelques jours par semaine. La première fois qu'elle franchit le seuil de l'hôtel particulier des Chevaliers, elle fut submergée. Tout était immense, luxueux, intimidant. « Je ne suis pas sûre d'être à ma place ici. Cette maison est à moitié à toi, légalement et sentimentalement. » Gabrielle ouvrit une porte au premier étage. « J'ai préparé une chambre. Mais si tu n'aimes pas, on peut tout changer. » La pièce était simple, lumineuse, avec vue sur un jardin intérieur. Sur le bureau, il y avait une photo encadrée, celle du bébé. Reconstituée, les 2 moitiés enfin réunies, Amélie s'assit sur le lit, submergée par l'émotion. « Merci. »« Non, merci à toi. » Gabrielle s'assit à côté d'elle. « Merci d'avoir survécu. Merci d'avoir gardé le médaillon. Merci d'avoir cru quand personne d'autre n'aurait cru. » Le changement le plus spectaculaire fut chez Luna. La fillette qui n'avait pas parlé pendant 3 ans était devenue bavarde, presque intarissable. Elle racontait des histoires, posait 1000 questions, chantait même parfois. Le trauma peut s'inverser quand on se sent en sécurité, expliqua sa psychologue. Luna avait besoin de savoir que le monde pouvait être bon. Vous lui avez donné ça. Un soir, alors qu'elle préparait des fleurs ensemble dans l'atelier du cimetière, Luna demanda soudain « Amélie, tu es heureuse maintenant ?» La question prit Amélie au dépourvu. Je crois que oui. Pourquoi ? Parce que quand je t'ai rencontrée, tu avais l'air si triste, comme si tu portais quelque chose de trop lourd. Mais maintenant, Luna sourit. Maintenant tu souris pour de vrai. Amélie réalisa que c'était vrai. Pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait, elle n'avait plus cette boule d'angoisse permanente dans la poitrine. Elle n'était plus seule. Tu sais quoi, Luna ? Tu es une sage. Je sais. La fillette haussa les épaules avec un sérieux comique. C'est pour ça que vous avez besoin de moi. La douleur ne disparut pas comme par magie. Il y avait encore des nuits où Amélie se réveillait en pleurant, hantée par des rêves de Claire qu'elle n'avait jamais connus. Des moments où Gabrielle regardait dans le vide, perdue dans des souvenirs douloureux, mais ils apprenaient à se parler, à s'écouter, à construire quelque chose de nouveau sur les ruines du passé. Un soir, Gabrielle sortit une boîte qu'il gardait dans son coffre depuis 9 ans. Ce sont les affaires de Claire, de l'hôpital. Je n'ai jamais pu les ouvrir. Ensemble, ils découvrirent des trésors. Le bracelet d'identification de Claire, une mèche de ses cheveux et une lettre. Une dernière lettre qu'elle avait commencé à écrire avant l'accouchement. À ma fille, si tu lis ceci, c'est que j'ai réussi, que tu as survécu, que tu es libre. Sois forte, sois courageuse, sois toi-même. Je t'aime déjà plus que tout au monde, maman. Amélie serra la lettre contre son cœur. Elle savait, elle a tout fait pour me sauver. Et elle a réussi. Gabrielle l'enlaça. Tu es ici, tu es vivante, tu es aimée. 6 mois plus tard, le printemps avait transformé Paris en un jardin géant. Les cerisiers du Père Lachaise explosaient en nuages roses et blancs, leurs pétales tombant comme une neige parfumée sur les allées pavées. Amélie arrivait chaque matin à 8 heures dans sa nouvelle boutique. Fleur de Claire, un petit local lumineux, à 2 pas du cimetière. L'enseigne en bois sculpté se balançait doucement dans la brise. À l'intérieur,
Des bouquets colorés débordaient de vases anciens, et une odeur de terre fraîche et de lavande imprégnait l'air. Mais ce n'était pas qu'une simple boutique de fleurs. Sur un panneau près de l'entrée, on pouvait lire « Atelier d'art-thérapie pour enfants, tous les mercredis et samedis, gratuit ». Luna était déjà là. Bien sûr, à 9 ans maintenant, elle était devenue l'apprentie officieuse d'Amélie, aidant à préparer les bouquets, accueillant les clients avec un sourire radieux, et surtout, guidant les enfants traumatisés qui venaient aux ateliers. « Bonjour Amélie », lança-t-elle joyeusement en attachant une gerbe de tulipes avec un ruban vert. « J'ai fini les commandes pour le mariage de samedi. Déjà, tu es incroyable. » « Je sais. » Luna rit. « Papa arrive dans combien de temps ?» Amélie sourit en entendant le mot. « Papa ?» Il lui avait fallu des mois pour s'y habituer, pour que le terme coule naturellement de sa langue. Mais maintenant, c'était devenu simple, évident. Dans une demi-heure, on a rendez-vous pour déjeuner. Je peux venir. Bien sûr, ma puce. Toujours. La clochette de la porte tinta. Une femme d'une 50aine d'années entra, les yeux rougis. Bonjour, murmura-t-elle. Je cherche quelque chose pour ma mère, pour son enterrement, mais je ne sais pas quoi choisir, tout me semble. Faux. Amélie reconnut immédiatement cette douleur brute, cette confusion du deuil frais. Venez, dit-elle doucement. Asseyez-vous, on va en parler. C'était devenu sa spécialité. Non pas simplement vendre des fleurs, mais écouter, comprendre, transformer le chagrin en hommage. 1 heure plus tard, la femme repartait avec un arrangement simple mais magnifique. Des roses blanches et des branches de saule, symbole de résilience. « Merci », dit-elle en serrant la main d'Amélie. « Vous comprenez vraiment ? Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment connu, » répondit Amélie. Gabriel arriva à midi pile, portant un panier pique-nique sous le bras. « Mesdemoiselles » annonça-t-il avec une révérence théâtrale. « Votre déjeuner est servi ?» Luna gloussa et courut vers lui. Il la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien, la faisant tournoyer, depuis qu'il s'était retiré de la direction quotidienne de ses affaires. Gabriel avait rajeuni de 10 ans. Les rides profondes s'étaient adoucies. Ses yeux brillaient à nouveau. « On m'en joue ?» demanda Luna. « Au cimetière, bien sûr. Au mausolée. » Exactement. C'était devenu leur rituel. Tous les vendredis, ils déjeunaient ensemble près du mausolée de Claire, non pas dans la tristesse, mais dans la célébration. C'était leur façon de lui dire « Nous sommes là. Nous sommes ensemble. Tu as gagné. » Ils s'installèrent sur une couverture à carreaux, à l'ombre d'un cyprès centenaire. Le mausolée chevalier se dressait devant eux, mais il avait changé. Gabriel avait fait ajouter une inscription sous le nom de Claire. « Mère courageuse, protectrice éternelle, tu nous as sauvés. » Et en dessous, gravé dans le marbre, « Amélie Claire Chevalier, née le 12 mars 2016, vivante, libre, aimée. » Luna déballa le pique-nique avec l'efficacité d'une chef d'orchestre. Sandwichs au jambon, salade de fruits, macarons colorés. « Tu sais quoi ?» dit-elle en croquant dans un macaron pistache. « Dans mon cours de français, la prof nous a demandé de raconter une histoire de héros. J'ai raconté la nôtre. » « Vraiment ?» Amélie sourit. « Et qu'est-ce que tu as dit ? Que les vrais héros ne portent pas de cape, qu'ils portent des tabliers verts et travaillant dans des cimetières, qu'ils dessinent quand ils ne peuvent pas parler, et qu'ils aiment tellement fort qu'ils peuvent vaincre n'importe quelle méchanceté. » Gabriel posa sa main sur l'épaule de Luna. « Tu as eu quelle note ? 20 sur 20 ?» Et la prof a pleuré. Ils rirent tous les trois, un rire léger et chaud qui résonnait entre les tombes comme une promesse de vie. Après le déjeuner, Luna sortit son éternel carnet de dessin. « J'ai fait quelque chose pour vous, un cadeau. » Elle ouvrit une page soigneusement préparée. C'était un arbre généalogique, mais pas comme les autres. Au centre, Claire, représentée en ange avec des ailes en fleurs. De chaque côté, Gabriel et Colette, la sage-femme qui avait sauvé Amélie. En dessous, Amélie. Et tout autour, dessinés en pointillés lumineux, tous ceux qui avaient contribué à la sauver. Dominique, malgré ses méthodes. Luna elle-même. Isabelle. Même le docteur Mercier qui avait fini par dire la vérité. On est une famille bizarre, expliqua Luna. Pas normal, mais c'est ça qui nous rend forts. On s'est choisi. Amélie sentit les larmes monter. C'est le plus beau cadeau du monde, Luna. Je sais. La fillette haussa les épaules avec un petit sourire. C'est pour ça que je l'ai fait encadrer. Il est dans ton bureau, surprise.
L'après-midi passa doucement. Gabrielle raconta des anecdotes sur Claire, non plus avec tristesse, mais avec tendresse. Amélie partagea ses projets pour la boutique. Elle voulait créer un fonds pour aider d'autres jeunes orphelins à se former. « Je veux qu'ils aient ce que Colette m'a donné, une chance, un métier, de la dignité. Ta mère aurait été si fière de toi, » dit Gabrielle. « Et toi, tu es fière ?» Tous les jours, à chaque instant, vers 15h, Isabelle, la mère de Luna, vint les rejoindre. Elle portait son uniforme de superviseur, mais ses yeux brillaient de bonheur. « Alors, cette bande de paresseux, on profite du soleil pendant que je travaille. »« Exactement, » répondit Luna. « Tu devrais essayer, maman. Un jour, quand tu seras assez grande pour gérer le cimetière toute seule. »« J'ai 9 ans, je suis déjà assez grande. » Ils rirent. Isabelle s'assit avec eux, acceptant un macaron que Luna lui tendait. « Comment va le programme Claire ?» demanda-t-elle à Amélie. « On a embauché 3 nouveaux jeunes ce mois-ci, 1 d'eux. Samir est un vrai prodige avec les plantes. Je pense l'envoyer en formation de paysagisme. C'est magnifique, vraiment. » Gabrielle observait les 3 femmes, Amélie, Luna, Isabelle, parler et rire ensemble. Cette famille improbable qui s'était formée dans l'adversité. « À quoi tu penses ?» demanda Amélie, remarquant son regard lointain. Que Claire avait raison. Elle disait toujours que la vraie richesse, ce n'était pas l'argent, c'était les gens qu'on aime. Elle était sage, elle était tout. Il marqua une pause. Mais toi, tu es tout aussi extraordinaire. Tu as transformé ta douleur en quelque chose de beau. J'ai eu de bons professeurs. Amélie posa sa tête sur son épaule. Et j'ai un père qui n'abandonne jamais. À 18h, ils se levèrent pour partir. Mais avant de quitter le mausolée, Amélie s'agenouilla devant la tombe de Claire. De son sac, elle sortit un bouquet qu'elle avait préparé spécialement. Des marguerites blanches, des lavandes et une rose rouge unique au centre. « Merci, maman », murmura-t-elle. « Merci de m'avoir aimée assez pour me sauver. Merci d'avoir été courageuse. Je te promets que je vais vivre pleinement, pour nous deux. » Gabrielle s'agenouilla à côté d'elle. « Je ne t'ai jamais dit au revoir correctement, Claire, parce que je ne savais pas comment. Mais maintenant, sa voix se brisa légèrement. Maintenant, je peux te dire merci. Merci pour Amélie. Merci pour l'amour que tu m'as laissé. Merci de m'avoir appris que même dans les ténèbres, il y a toujours de la lumière. » Luna posa sa petite main sur l'épaule de chacun d'eux. « Les reliants, on ne va pas pleurer, » dit-elle fermement. « Parce que Claire ne voudrait pas ça. Elle voudrait qu'on aille manger des glaces. » Amélie et Gabrielle éclatèrent de rire à travers leurs larmes. « Tu as raison, » dit Amélie en se levant. « Allons-y. » Alors qu'ils traversèrent le cimetière main dans la main, Gabrielle, Amélie et Luna formant une chaîne indestructible. Le soleil couchant teintait le ciel de rose et d'or. Les ombres s'allongeaient entre les tombes. Mais elles n'avaient plus rien d'effrayant. C'étaient juste des ombres. La vie continuait, l'amour triomphait. Amélie tourna une dernière fois la tête vers le mausolée. Dans la lumière dorée, elle crut voir, ou peut-être imagina-t-elle, une silhouette translucide près de la tombe. Une femme qui lui ressemblait, qui souriait, qui levait la main en un geste d'adieu et de bénédiction. « Vis, ma fille, vis pour nous deux. Je le ferai, maman, » souffla Amélie. « Je te le promets. » Puis elle se retourna vers l'avenir, vers ceux qu'elle aimait, vers la vie qui l'attendait. Le cimetière n'était plus un lieu de fin. C'était devenu le symbole de tous les recommencements possibles. Et le médaillon, ce petit bijou argenté qui avait tout déclenché, reposait maintenant dans un écrin de velours, exposé dans la boutique Fleur de Claire,